Okay. Okay. We're here in Liège at the world headquarters of Les Films du Fleuve, the offices of Luc and Jean-Pierre Dardenne, and it's a great pleasure for me because we've met many times, many places in the world, but never here in your home turf. And we've spoken about many of your films, but never really the first ones in such detail. I thought a good place to start would be to talk a little bit about where you were in your careers as artists at the time that you made La Promesse, to talk a little bit about the film you made before, Je pense à vous, and how you were feeling after that film and the decisions you made to change your methods before making La Promesse. Les films avant La Promesse, on a fait quelques documentaires qui étaient des documentaires qui étaient plutôt des plans construits avec des plans fixes et des archives. C'est des gens qui témoignaient de l'histoire, donc du passé. Et c'était, en gros, c'était autour du mouvement ouvrier dans la région, ici à Liège, où on vous remercie d'être venu aujourd'hui pour nous interviewer. Les deux premiers films de fiction, le premier film s'est adapté d'une pièce de René Kaliski, Falche, et je crois qu'on avait besoin, on dit ça aujourd'hui, bon, à l'époque on s'en est pas rendu compte, mais on avait besoin encore de quelque chose qui existe avant le tournage. Et la pièce, un peu comme un documentaire, on a besoin de la réalité, des choses. Bon, et bien là on a eu besoin de cette pièce qui parle de l'histoire d'une famille juive qui se retrouve plusieurs années après la Shoah. Et puis, le deuxième film, Je pense à vous, c'est un film qu'on a fait vraiment, là, à ce moment-là, avec un scénario, avec des acteurs de cinéma, etc. Et pour nous, c'est un échec. Je vais le dire en deux mots, on n'a jamais su où mettre la caméra. C'est-à-dire, on n'a jamais réussi à mettre en scène. On n'a jamais trouvé la manière de travailler. Et c'est après cet échec-là qu'on s'est dit, bon, on continue ou on arrête. Et on a dit, on va quand même essayer de continuer. Et avec La Promesse, ce que vous appelez le style Dardenne, c'est-à-dire notre méthode de travail, parce que c'est ça, si je puis dire, le style, notre méthode de travail, on l'a trouvée avec La Promesse. Et ça a été de dire, on fait le scénario nous-mêmes, on ne travaille pas avec des acteurs connus, c'est pas un problème, c'est pas non plus... On travaille nécessairement avec des acteurs inconnus. Mais le problème n'est pas, la question n'est pas d'avoir des acteurs connus, on s'en fout. Une troisième chose, c'est on fait le plan de travail nous-mêmes, on ne nous impose pas un plan de travail, on fait nous-mêmes, on tourne dans la continuité. Donc, premier jour, on tourne le premier plan de la première scène et on avance comme ça. Et si on veut revenir en arrière parce qu'on a trouvé quelque chose après et que la deuxième semaine, et que ce qu'on a tourné là n'est plus en rapport, eh bien on retourne ce qu'on a tourné. Une dernière chose, c'était pas de machinerie. Beaucoup moins d'intermédiaires, de médiation entre nous et les acteurs et le décor. Donc ça veut dire que plus de travelling, sauf les travelling à l'épaule, avec le caméraman qui marche, il peut marcher sur un tapis, bon. Mais on élimine la machinerie. Et donc, on a voulu retrouver un contact direct avec le cinéma qu'on n'avait jamais eu vraiment, en fait. Et c'est là qu'on a fait ce qui, pour nous, était notre premier film, vraiment, c'est notre film, quoi. Il y a rien que les gens aiment ou n'aiment pas, on verra bien. Mais en tous les cas, ça, c'est nous. Voilà. Et petite anecdote, c'est qu'il y avait une personne du film, la personne qui faisait le focus, le follow focus, il disait à un moment donné, bah, écoutez, là, vous allez un peu vite, on fait ci, on va là, il y a du flou, il y a ci, il y a là. Je crois qu'au générique, je mettrais mon nom, Focus, entre parenthèses, dans l'esprit des Dardennes. Parce qu'il avait peur qu'on critique son travail. Quand on allait voir le film, où il y avait des choses qu'il trouvait qu'il aurait pu faire différemment. Et on a dit, ben oui, on dira dans l'esprit des Dardennes. Et puis finalement, il a dit, non, ça va, ok, quand il a vu le film. Did you feel that you were working sort of against a kind of established kind of filmmaking or a cinema of quality, as the French would say? Because Je pense à vous is very much a film
in the cinema of quality tradition. La Promesse feels sort of like going 180 degrees against all of those things. Oui, c'est un peu comme si on était à un moment donné parti en guerre contre ce que vous dites là, la qualité française, mais c'est plutôt en guerre contre nous qu'on allait. On est en guerre contre le film précédent. Quand vous travaillez, on a toujours peur quand on commence à travailler. Mais là, c'était une peur qui nous avait paralysés. Et nous avions accepté cette place. Nous avions décidé. C'est nous qui avons accepté. On ne nous a rien imposé. Hein. On était d'accord. Finalement, si on n'avait pas été là, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. Et voilà, c'est contre tout ça, contre notre peur qu'on est parti en guerre. Voilà. Et c'est vrai que, en gros, c'est vrai que c'est vraiment... On est à 180 degrés de ce qu'on a fait. Et je pense que nous, on a vraiment eu besoin de ça pour finalement savoir où on mettait la caméra. Peut-être en disant d'abord, on ne la mettra pas là, ni là, ni là, ni là. Et puis on la mettra là. Mais on a peut-être commencé en disant, on ne la mettra pas là, ni là, ni là, ni là. Et on a eu besoin, je pense pour ça, de renouer d'une certaine manière avec notre travail de documentariste. Où c'était un travail beaucoup plus léger, où on était la plupart du temps, mon frère et moi, puis il y avait, sur certains documentaires, il y avait l'un ou l'autre collaborateur, mais enfin, en gros, c'était mon frère et moi. Et il y avait un plaisir un plaisir dans le travail. Même si c'était la plupart du temps, comme dit Luc, des gens qui étaient assis là comme nous, et il y en a un de nous deux qui faisait le son, l'autre l'image, et on posait des questions et on parlait. Une grande partie des films, c'est ça, c'est des gens qui parlent. Mais il y avait un plaisir de faire qu'on n'a jamais eu non plus dans Je pense à vous. Et j'ai toujours eu le sentiment que j'allais travailler. Vous voyez, ça, c'est... Bon, à l'usine. Et ça, c'est terrible. Et je me suis dit, si c'est faire ça, moi, je préfère... on préfère ne plus en faire. Alors, faire je ne sais pas quoi, mais plus ça. Et avec La Promesse, on a retrouvé le plaisir qu'on avait en étant des documentaristes. Et je pense qu'on a retrouvé ce qu'on avait perdu avec Je pense à vous, parce qu'on est entré un peu dans le domaine de la fiction comme des autodidactes. Et les autodidactes, c'est bien, mais c'est aussi pas bien parce que vous avez toujours l'impression que vous êtes à votre place, mais pas vraiment, quoi. C'est pas vraiment... Alors, il faut être très précautionneux en entrant dans la pièce, parce que c'est pas une pièce où, normalement, vous devez être. Donc, on va essayer d'être poli. C'est un peu parfois le problème des autodidactes. En tout cas, c'était le nôtre. On ne sort pas d'une école de cinéma. On a appris en travaillant avec un metteur en scène de théâtre, avec lequel on a fait un film, puis on a appris nous-mêmes en faisant nos documentaires. On ne sort pas d'une école. Et il n'y a rien à faire. Même si vous dites, non, on s'en fout, ça nous a un peu travaillé quand même. Et donc, on a eu un peu peur. Le cinéma, attention, il faut faire attention. C'est précieux, il ne faut pas... Ce qui n'est pas vrai, évidemment. Et bon, on a eu besoin de passer par cette espèce d'épreuve de Je pense à vous. L'épreuve du feu. L'épreuve du feu. Well, one connection between La Promesse and the work you did before is the idea of looking at people of the working class, and that's been a constant through your work up till the present day. C'est vrai que entre les films qu'on a fait, les documentaires qu'on a fait et tous les portraits des gens qu'on faisait dans les cités ouvrières ici de la région, il y a des connexions. Pas dans la manière de les filmer, mais simplement dans le fait que beaucoup de gens, des centaines de gens, nous ont raconté leur histoire. On allait dans les cités. Aujourd'hui, vous faites ça, je crois que les gens n'ouvrent pas la porte. Mais à l'époque, ils ouvraient la porte. On disait, voilà, bonjour madame, bonjour monsieur. On va, durant cette semaine, on fait des portraits de gens de la cité qu'on va diffuser dimanche et samedi dans tel garage, dans telle salle, de la cité. Et on vous demande de raconter votre histoire, et si vous vous êtes battu à un moment donné dans votre vie contre une injustice, on aimerait que vous le racontiez. Donc c'était ça. Et on filmait. Et donc plein de gens ont raconté, puis on repassait ça le week-end. Et je crois que quand on pense à un personnage de fiction, on repense à eux. On dit, tu te souviens, lui? Tu te souviens? On repense à un garçon, un junkie. On dit, tu te souviens, on l'a connu. Voilà. On pense à... Vous voyez, toujours on a des gens des histoires et des
des apparences physiques qui reviennent, qui nous reviennent à l'esprit. Et je crois que toutes ces histoires-là qu'on nous a racontées, aussi les histoires qu'on nous a racontées dans notre famille, et je crois que tout ça a beaucoup nourri nos fictions. Pour nous, Seraing, cette ville où on tourne la plupart de nos films, on a tourné presque tous nos films, c'est une ville qu'on a connue quand elle était très dynamique, très florissante. Il y avait beaucoup toutes les usines étaient là. On disait, quand Seraing éternue, la Belgique est malade. Bon, expression consacrée. Aujourd'hui, c'est plus le cas, parce que des 40 000 travailleurs, il en reste 5 000. Bon, mais nous, on l'a connu quand il y avait 40 000. Les trains, les bistrots, les rues. Bon, c'est là qu'on a connu les filles, on a fumé la première cigarette. Oui, pour nous, c'était l'époque où on est devenu libre, on est parti de nos familles, de notre famille, et on a découvert la vie, si vous voulez. Et puis, quand on est revenu plus tard, parce qu'après on est allé dans d'autres endroits, qu'on est revenu pour faire nos premiers portraits documentaires, la ville avait complètement changé. Après la crise, donc c'était fin des années, milieu des années 70, 76, 76, 77, la ville se décomposait. Et je me souviendrai toujours, avec mon frère, on s'est dit, quand on a commencé le scénario de La Promesse, on avait mis un personnage plus âgé, un ancien ouvrier, si vous voulez, qui disait au gamin, ton père, c'est un salopard, c'est une crapule, il ne faut pas que tu suives son avis. Ce qui fait avec les immigrés, c'est dégueulasse. Et puis on s'est dit, mais il n'est plus là, cet homme-là. Il n'est plus là. Ça, c'est l'espoir qu'on a, c'est qu'il y en ait encore un qui dise ça. Il n'est plus là pour le dire au gamin qui est dans la rue, dans la drogue, etc. Il est tout seul. Et donc on va filmer quelqu'un qui est seul. Et je crois que l'idée de filmer des jeunes seuls, solitaires, qui par eux-mêmes doivent trouver la vérité, enfin, trouver la morale, trouver le respect d'un autre être humain, le respect de la vie. Comment trouver ça tout seul? Ben voilà, c'est un peu comme ça qu'on en est arrivé à écrire La Promesse. On a dit, ben, le gamin, son père, c'est une espèce de bandit qui n'a rien à lui dire. Sinon, exploitons ensemble les immigrés. C'est-à-dire quelque chose d'illégal. Mais lui faire respecter la vie d'un autre, il n'est pas capable de lui apprendre ça. Ne pas tuer quelqu'un, il n'est pas capable de lui apprendre ça. Il ne pense qu'au fric, et voilà. Et donc, on a dit, comment maintenant on va faire pour que le gamin arrive à l'apprendre par lui-même, enfin, grâce à cette femme, mais quand même, pas grâce à son père, ni à un grand-père. Was there any particular story that either of the people you had interviewed making your documentaries that was the inspiration for La Promesse, or something you read in the newspaper, or was it just a sort of an amalgam of different things that you had researched? C'est plutôt un amalgame, je dirais. Il y a un article de journal qui racontait que des ouvriers du Burkina Faso, enfin des gens du Burkina Faso, avaient été coincés à Zaventem, à Bruxelles, à Zaventem, et considérés comme travailleurs clandestins. En fait, ils venaient du Burkina Faso et une voiture devait venir les prendre pour les conduire en Italie, pour aller travailler à Carrare. Parce que y a un endroit au Burkina Faso où on travaille dans une carrière la même manière que dans la carrière italienne de Carrare. Et évidemment, la main-d'œuvre immigrée. Et en plus, c'était les vacances. Ils venaient travailler pendant les vacances et ça coûte moins cher. Et la camionnette n'est jamais venue les chercher. Donc il y avait cet article-là qui était dans la presse. Il y a aussi le fait que 2-3 ans avant de commencer à développer le scénario, on avait rencontré, pendant les repérages de Je pense à vous, comme quoi Je pense à vous a quand même servi aussi à ça, on avait rencontré un monsieur qui faisait la même chose que ce que Roger fera dans le film. C'est-à-dire faire restaurer une maison à des immigrés clandestins qu'en même temps on loge et à qui on permet, parce que c'était possible à cette époque-là en Belgique, à qui on permet d'avoir une rétribution de l'État parce qu'ils ont une adresse en Belgique. On a rencontré un gars qui faisait ça, à Seraing, qui avait transformé une maison en petit studio pour immigrés, et il nous a raconté, comme si c'était normal. Il nous a même fait visiter
Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que parce qu'ils savaient qu'on faisait du cinéma? Pour louer, peut-être. Il s'est dit peut-être ils vont pouvoir le louer et je vais pouvoir gagner de l'argent. Il nous a tout raconté. Enfin, une grande partie. Et je pense que quand le personnage de Roger est venu, on a pensé à ce gars. Exact. Qui faisait ce métier, si on veut, de bandit. Et il y avait aussi la petite phrase du philosophe Hermann Cohen, c'est un philosophe qui disait « Tu découvres l'être humain dans l'étranger ». C'est-à-dire, on découvre ce qu'est un être humain, qui il est, tu le découvres quand il est étranger, pas quand il est ton père, ta mère, la même culture que toi, la même langue. Non, c'est quand il est vraiment dehors, hors de tout ce qui fait, de tout ce que ta culture, ton origine familiale fait que tu es, et qu'il y a un étranger qui arrive, si tu le considères comme un être humain, à ce moment-là, tu as compris ce qu'est un être humain. Sinon, tu n'as pas encore compris. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que Igor, c'est la femme tout à fait étrangère, africaine, qui parle une autre langue que lui, etc., qui a une autre culture, qui va lui permettre de découvrir ce qu'est le respect d'un être humain. I was wondering if one of the conversations that you had when you were writing La Promesse was about things that you could leave out of the scenario and scenes that you could cut, because there's this feeling in the film that a lot of things happen off camera. Or they don't happen in the movie at all. We hear that Amidou lost a lot of money at gambling, but we don't see it. We don't see him fall from the scaffolding. We see the aftermath. We hear it. And there's a lot of instances in the film where we kind of come in on something midway, or we hear about something that happened that we didn't see. And I think, most movies feel a need to show us everything that's relevant to the story. But this is the beginning in your work of this kind of process of reduction. Un critique anglais nous a dit un jour, quand je viens voir un de vos films, j'ai beau venir 20 minutes à l'avance, être sûr d'avoir ma place, quand le film commence, j'ai l'impression d'avoir raté une partie. Et c'est vrai, on était contents, on lui a dit c'est un compliment, parce qu'on fait plein de trous, énormément de trous, et que le spectateur, il doit chercher, se laisser aller, c'est entre les deux. Et puis finalement, il commence à comprendre, et puis il dit « Ah ben non, tiens, j'avais compris ça, mais c'est pas ça ». Et ça, c'est une technique aussi d'écriture du policier, du roman policier, hein, où on a on est ici dans la ville de Simenon. Non mais c'est vrai, nous, on a beaucoup aimé les romans policiers, on les aime encore. Et c'est une manière de construire une intrigue policière, quoi, une enquête ou c'est les trous qui créent la tension. La recherche d'un coupable, voilà, ça crée des attentes, des tensions, des surprises, parce qu'on est attiré vers ça, puis tac, il y a quelque chose d'autre qui vous surprend, et ce que vous attendiez n'arrive pas, c'est autre chose. Bon, et on aime bien travailler effectivement ce genre de récit. Et d'ailleurs, quand on a présenté notre scénario La Promesse à certains coproducteurs, c'est ce qu'ils ont dit, ouais, mais il manque beaucoup d'informations. Je dis, mais oui, mais justement, c'est ça qu'on aime bien. You seem to like showing us how work gets done. Jeremy taking the wheelbarrow back and forth in La Promesse, or all these things with the passports and with how Roger goes from apartment to apartment. There's a lot of processes that you show, how somebody goes through a day. This is a way you reveal character in your films. Avec les actions, avec le corps, avec les gestes. Voilà, plus que avec la parole. Nos personnages ne font jamais de commentaires sur ce qu'ils font, c'est très rare. Et ils n'expliquent pas ce qu'ils font, ils n'en parlent pas, quoi, parce que aussi la parole ne fait pas partie de leur... Enfin, n'est pas un instrument fort dans leurs conditions, par rapport à leurs conditions. Et aussi que souvent, dans La Promesse, ce qu'on attend finalement, c'est qu'il y a une parole qui sorte. C'est que Igor dit à cette femme, ton mari... Mon père et moi, on l'a enterré là derrière la maison, on l'a laissé mourir. C'est ça qu'on attend. So this film introduces two very important actors for you guys. Jeremy Renier, it was his first film, and Olivier Gourmet, who I think had been maybe in one film or some television, but was basically new to movies. Can you talk about the casting of both of those actors and a little bit about your ongoing relationship with them?
C'était effectivement, Jérémy n'avait jamais tourné dans un film, il avait 14 ans. Olivier non plus, il avait fait du théâtre. Hein. Il avait 32 ans, Olivier. Donc il avait déjà joué au théâtre depuis 2-3 ans. Pour nous, c'était formidable, parce que Jérémy est un garçon qui était très agile, très souple. On l'a beaucoup vampirisé. On a utilisé beaucoup de choses de lui. La manière dont il marche, dont il court, dont il parle, les silences. On ne lui a jamais dit non, Jérémy, fais comme ça, pas comme ça. On a toujours essayé de faire, de construire notre mise en scène en fonction des répétitions où il avait fait les choses un peu naturellement, entre guillemets. Même si, bien sûr, on lui disait d'aller là ou là, d'attendre, de compter jusque 3 dans sa tête avant de faire ça. Il y avait des indications assez mécaniques, je dirais, fondées sur le rythme, quoi. Hein. Mais on n'a jamais dit, parle comme ça, non, plus comme ça, plus doux. On l'a toujours laissé. Et on recommençait, on disait, attends, on recommence ici, on va essayer d'aller un peu plus vite. Et en fait, d'aller plus vite, il jouait différemment. On va aller plus lentement, voilà. Ou tu te retourneras quand tu auras fait 10 pas au lieu de 8. Voilà, des choses comme ça. Et ce garçon était né pour la comédie, était né pour jouer. Et la caméra l'aimait, et c'était formidable. Alors, il a dû apprendre beaucoup de choses avec Olivier, parce que, bon, Olivier, il y a une scène où il conduit la camionnette, le gamin. Il avait, bon, évidemment, conduire une camionnette et changer de pilote pendant que ça roule, pendant que la camionnette roule à du 60 à l'heure, hein, ou 70, c'est pas facile. Donc là, tout ça, il a appris avec Olivier. Et Olivier lui a appris ça. Et fumer. Il changeait les cigarettes, allumait. Bon, il savait fumer. À 14 ans, il avait déjà fumé. Mais quand même, il a dû apprendre à fumer, à allumer la cigarette de son père et à fumer un peu plus calmement que... il fallait montrer que c'était un gamin c'est comme s'il fumait depuis qu'il a 10 ans, quoi. Donc, il a appris plein de choses, et ça, c'est Olivier. C'est Olivier qui a été un peu son père en comédie, si vous voulez. Voilà. À faute, il n'a pas pu être son père dans le film, comme personnage, mais hors plateau, il a été son père de cinéma. Il lui a appris plein de choses à faire, à bouger, à faire ci, à faire là. Et puis quand la scène où il se frappe aussi, où le père frappe le fils avec la porte. Bon, tout ça, on s'est amusé vraiment à travailler. Et Olivier, pour Jérémy, Olivier a été vraiment le modèle du petit. Voilà. Et pour nous, ça a été formidable qu'il y ait ce rapport-là entre eux hors plateau, quand on ne filmait pas. Parce que ça nous a permis d'inventer plein de choses après. Vous voyez, ils étaient vraiment à l'aise l'un avec l'autre. Olivier, on s'est beaucoup amusé aussi avec Olivier parce qu'on lui a mis les grandes lunettes de la mutuelle. C'est ce qu'on appelle ici en Belgique les lunettes de la mutuelle. C'est-à-dire, quand vous achetez des lunettes, vous pouvez aller les acheter assez cher chez un marchand de lunettes, un lunetier, et les verres également. Et vous pouvez aussi avoir des lunettes de la mutuelle, c'est-à-dire de la sécurité sociale. Ce ne sont pas nécessairement les plus belles lunettes, encore qu'aujourd'hui, j'ai vu qu'ils avaient des très belles lunettes aussi. Mais à l'époque, c'était des grandes lunettes comme ça, et elles coûtent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Elles sont remboursées. Elles ne coûtent rien, quoi, en fait. C'est des lunettes gratuites, quasi. Et Olivier, on l'a mis, non, il voulait mettre des lunettes. On dit non, les lunettes de la mutuelle. Tu es un ouvrier au chômage, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu arnaques les gens, mais enfin, tu as des lunettes de la mutuelle. C'était pour nous une première expérience extraordinaire avec 2 acteurs inconnus, mais avec qui on a vraiment aimé travailler et avec qui on a tout de suite répété, parce qu'on répète toujours beaucoup, répéter les gestes, les choses physiques. On a tout de suite été dans le travail sur les corps, et bouger, se cogner, se frapper, tomber, courir, prendre les passeports, rendre les passeports, ouvrir les passeports, les refermer, comme s'ils avaient fait ça toute leur vie, comme des agents des douanes, quoi, quand ils contrôlent. Et puis ils se regardent, tac son père, tac. Il fallait créer, comme s'il avait fallu créer une connivence aussi entre eux, hors plateau, pour la retrouver facilement sur le plateau. You mentioned rehearsing a lot, physical things, gestures, that sort of thing. You also have a reputation to do
a lot of takes on the set. So I know when we've talked before, you've said sometimes you might do as many as 15 or 20 takes, and that around that point something happens with the actors that you like. Nous ne sommes pas des réalisateurs de une prise ou de films à deux prises. C'est plutôt rare chez nous, hein. Mais La Promesse, c'était comme dit Luc, c'était 7-8 prises. Je pense parce que c'est des plans assez longs, qui sont assez... il y a une espèce de chorégraphie quand même. On ne marque pas les personnages au sol ni tout ça, donc les comédiens n'ont pas de marque au sol, mais il y a quand même les trajets qui sont déterminés, les places de départ, d'arrêt. Tout ça fluctue un peu, mais il y a une chorégraphie à mettre au point. Et donc, il y a un rythme à trouver pour chaque plan. Et à un moment donné où vous vous dites, ah ben le rythme, ça c'est... La scène a vraiment... Toute l'énergie de la scène est là. Tout ce qu'on voulait est là, parce que le rythme est juste. Et parfois, il nous en a fallu 6 ou 7. Mais on a essayé là de ne pas en faire trop, parce que justement, ça nous plaisait bien que de temps en temps, le pointeur, il n'arrive pas à faire le point, parce que le comédien n'était pas vraiment là, le cadreur était arrivé un peu en retard, ou bien le cadre n'était pas vraiment... Ah, mais je n'ai pas mes verticales, disait le cadreur. Et je comprends, c'est son obsession. Un cadreur, vous êtes là, et il dit, putain, mes verticales, merde, c'est pas vertical. C'est vrai. Hein? Surtout à l'épaule, c'est un truc. Et qu'est-ce qu'on va... On va dire que c'est... Je comprends son obsession. Et nous, on avait décidé qu'on s'en foutait. Et que s'il nous disait, j'ai pas mes verticales, c'est très bien, on passe au plan suivant. Et parfois, je pense qu'on n'a pas fait trop de prises aussi pour ça. Parce qu'on s'est dit, non, le point n'est pas vraiment bien, le truc, ben c'est parfait. On voulait avoir ce côté un peu rugueux, un peu... Pas improvisé, parce qu'on sent que ce n'est pas improvisé, parce qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place, les plans sont assez longs. Parfois, ça nécessite de faire plusieurs prises, parce que contrairement à ce qu'on pense souvent, nous, on dit souvent que ce n'est pas parce qu'on le fait plusieurs fois qu'on est moins bon pour un comédien. On dit, ah oui, mais on perd de sa spontanéité. Bof. Non, moi, je crois... Enfin, nous, on ne pense pas ça. On pense que, justement, plus le comédien est fatigué, plus il est spontané. Si je puis dire le mot spontané. Parce que... sa construction apparaît moins parce qu'il commence à être un peu fatigué. Et il n'est plus là en train de construire son regard, son mouvement, son rythme de réplique. Parce que c'est devenu une espèce d'habitude. Et on n'est plus dans la performance, on est un peu dans l'habitude, oui. Et ça, c'est bien. Quand un comédien arrive comme ça à se relâcher, un peu une espèce d'abandon. Il n'y a plus cette volonté d'être là. Et c'est justement quand le comédien perd sa volonté d'être là qu'il arrive à être vraiment là. Et ça, parfois, il y a besoin de beaucoup de prises. Voilà. Maybe this is a good place to ask about your cameraman, Alain Marcoën, who's been with you since La Promesse on, and how you chose him and how you worked together on the set when you're trying to find this rhythm of the shot. What is the conversation like with him? Chez nous, on a un directeur photo qui s'appelle Alain Marcoën et un caméraman, un cadreur qui s'appelle Benoît Dervaux. Alors, la discussion avec eux est chaque fois différente. Quand on parle avec le cadreur, avec Benoît, nous, on a déjà répété avant le tournage, et puis on répète encore 1 heure, 2 heures, tous les matins, ou le soir, si on tourne la nuit, on répète, nous deux avec les acteurs. Il y en a un de nous deux qui regarde, qui fait la caméra, comme ça, pour voir, puis on a trouvé notre plan. Alors on appelle l'équipe technique. Ça, c'est aussi une chose qu'on a apprise. Après, je pense à vous. Parce que la technique avait pris le pouvoir sur nous. Et on ne savait plus que faire. On disait oui, il faut mettre le truc là. Oui, bon, finalement, on met la caméra où? Là où il reste un peu de place. Bon. Mais on en était là. Donc, on a dit ici, non, l'équipe technique, c'est nous qui l'invitons chez nous. Pas l'inverse. Nous, la technique, on n'en a rien à foutre. Voilà, c'est clair. Tout le monde connaît son métier, c'est parfait. On a besoin de la technique, mais elle ne prend pas le pouvoir sur la mise en scène. Voilà. Elle est au service de ce qu'on essaye de faire. Si on n'y arrive pas, bien évidemment, on sait qu'il faut changer. Si la caméra ne peut pas aller jusque-là, parce que le corps du cadreur plus celui qui fait le point ne le permet pas, ben, on va essayer de trouver une autre solution. Hein? Mais disons qu'au départ, tout le monde essaye de faire ce qu'on montre. On montre à l'équipe. Alors avec le cadreur, la discussion, c'est au niveau du rythme du plan.
Voilà, tu vas bouger comme ça, oui, mais là, jusque-là. Alors lui va dire, tiens, et si au lieu de bouger jusque-là, je m'arrêtais un peu avant, je fais un petit panneau, j'arrête mon travelling, je fais un petit panneau, Bon, et on dit, ah ben oui, bonne idée. Donc il construit avec nous sur base de ce qu'on a proposé. Alors pour les donc voilà, ça c'est la discussion qu'on a avec lui. Et alors, quand tout ça est décidé, le directeur photo qui fait la lumière, lui, va essayer de travailler. Je dirais, qu'est-ce qu'on donne comme indication à Alain? On dit à Alain, il faut que la lumière soit invisible. On dit, oh, Il dit, je rentre chez moi. il dit, je rentre chez moi. Une fois, il est rentré chez lui, d'ailleurs. Elle dit, non, merde, comment ça? Oui, il faut... Évidemment, on lui dit, c'est une caricature, ça, il sait. On dit, voilà, c'est pas parce que c'est là qu'il se passe la chose la plus importante qu'il doit y avoir un peu plus de lumière. Elle dit, oui, ça, d'accord, je sais, ça. Il dit, on n'est pas là pour appuyer la mise en scène avec la lumière, d'accord. Et on n'est pas là non plus pour la contredire complètement non plus, la mise en scène. C'est pas parce que c'est là que ça se passe que ça doit être dans le noir, total. On dit, voilà, écoute, Alain, il y a une fenêtre qui est là, on est en plein jour, là, on tourne en jour, on va essayer de tout construire à partir de la fenêtre, voilà. Essaye de voir si c'est possible. Parce que nous, comme on fait des plans séquences, souvent à 360 degrés, et on lui dit, sans que quand la caméra va repasser là, avec le personnage devant la fenêtre, on soit dans un contre-jour, vitre brûlée, qui fasse trop effet. Parce qu'on n'aime pas non plus faire trop effet. On essaie d'avoir une lumière qui soit, elle n'est pas vraiment naturelle, mais en tous les cas, qui s'appuie quand même sur les sources naturelles et qui n'aille pas vers l'effet aux fenêtres brûlées ou bien au visage brûlé, etc., etc. Et pour lui, c'est compliqué. Sans doute, les endroits les plus difficiles pour lui, c'est la scène dont vous parliez tout à l'heure, où Roger et Igor traversent tout l'immeuble, frappent aux portes, et que nous, on a essayé de construire en plan séquence, comme si on était avec eux et on les suit. Et là, je pense que pour Alain, ça a été un travail difficile parce que on travaillait en super 16 mm, hein, donc on avait une autonomie de 10 minutes pour la bobine. Donc il ne fallait pas que le plan dépasse ces 10 minutes. Et il fallait qu'on ait le sentiment, bon, qu'on puisse avoir nos scènes éclairées, mais comme c'était le soir, il y avait peu d'endroits qui étaient allumés, il fallait quand même qu'on voit et qu'on ait le sentiment que tout ça était un peu construit par le hasard. Alors qu'il y a une construction énorme de la part d'Alain, pour qu'on puisse passer du rez-de-chaussée au premier étage et monter un escalier, et puis frapper à tous ces garnis, les portes s'ouvrent. Et ce qui est bien, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, il nous dit, et nous on aime bien les contraintes aussi dans la mise en scène, il nous dit là les gars, moi je pourrais jamais éclairer ça, ça on pourra pas. Alors on dit c'est rien. Eh ben nous le type il va sortir et ça va se passer sur le pas de la porte. Vous voyez, on essaye aussi, et ça on a appris du documentaire ça. C'est que les metteurs en scène, quand on est metteur en scène dans le documentaire, on n'est pas Dieu, on n'est pas tout puissant. On a beaucoup de contraintes. Et ça on a après, je pense à vous, on s'est rendu compte que ce qu'on aimait bien, en fait, nous, c'était de travailler avec beaucoup de contraintes. Donc on a mis en place le plan, le cadreur a essayé de faire ce qu'on voulait, a apporté des idées, le chef-op aussi, et puis le décorateur, il dit « Ah, mais si tu veux, moi, je pourrais te construire un petit truc, comme ça que la caméra attaque, tu ne peux plus regarder là derrière, ça vous intéresse, non ?» Qui nous dit « Oui, ok, fais un petit mur là. On va faire un petit mur, et puis là derrière, si vous voulez, je peux faire une petite fenêtre. » qu'on verra plus tard dans un autre plan. Et comme ça, vous aurez une petite source. On dit, ouais, pourquoi pas, oui, c'est vrai. Vous voyez, on cherche, on est plusieurs en même temps. Et le décorateur, l'air de rien, il amène des idées pour la lumière et le cadre. Dans la mesure où c'est un homme qui a le sens du décor, évidemment, de la... Il est un peu italiano. Mais italiano, sì, l'italiano del nord. Oui, Je ne sais plus comment... allez, là dans le nord, près de Vienne, près de l'Autriche, là, Trieste, près de Trieste. Et il connaît... Donc c'est un italien un peu germanique. Oui, un peu germanique, oui. Mais il est plus italien quand même. Et alors, il trouve des trucs. Et il dit, oui, mais on pourrait... Ah ben oui, on pourrait mettre une lampe comme ça. Tu vois, des trucs qui viennent de la déco. Et qui aident beaucoup notre chef opérateur qui dit, ah ben oui, c'est vrai. When you watch the movies, you don't think at all about we're in a set and there was a set decorator who put this here and then the light went there, because you look in La Promesse, it feels like we're in a real
tenement. Igor, le décorateur, nous a dit, tu sais, tout le monde me demande, là, on m'a vu au générique, décor Igor Gabriel. Personne ne me Mais, croit. mais personne ne me croit. On dit, oui, mais t'as rien foutu. Ils ont tourné les endroits étaient déjà comme ça. Qu'est-ce que t'as fait? Alors qu'il a fait énormément. Énormément, oui, la chic. On a tourné toute la scène, la maison où il y a tous les émigrés qui y sont logés, c'est une ancienne industrie pharmaceutique. Donc il n'y a pas du tout, il y a juste l'escalier. Il a tout refait, couloir, tout refait, les chambres, tout. That reminds me that I also wanted to ask you about costume design. I know that for you, costumes are very important and something you take a big role in, and talk about why they're so important and the role the costume plays in developing the character. Nous, on n'a pas d'idées préconçues. On a comme ça des intuitions, des choses, mais il n'y a rien dans le scénario, dans le script, il n'y a rien qui indique la manière, même si c'est indiqué, on peut changer. Mais nous, quand on arrive dans la salle de la costumière, bon, on sait bien que Roger et Igor, c'est pas la bourgeoisie parisienne, c'est un père et un fils qui habitent dans une maison de cité, dans une petite ville industrielle belge, et qui habitent dans un petit appartement, il n'y a pas de femme, la mère n'est pas là. Voilà comment ils sont habillés. Le gamin, on sait bien qu'il aime bien la mécanique, il tripote à son go-kart, et ils travaillent beaucoup, en fait, tous les deux. Roger aussi, il travaille. C'est tout un travail d'organiser ces affaires. Arrête Et pas. comment... Voilà, c'est les éléments qu'on a. Et l'autre élément qu'on avait, c'est... Attention, il ne faut pas voir que derrière tout ça, il y a une costumière qui organise les couleurs. Qui a des rappels, des ci, des machins. Il est bleu, si lui, il est bleu. Ah oui, mais on ne va pas le mettre bleu puisque le mur est rouge. Ah putain. S'en fout, putain. Et nous, c'est un peu simple comme position, hein. Mais chaque fois qu'on nous disait ça, on disait justement oui. Donc on a construit beaucoup de choses, nous, comme ça, parce que je disais oui, mais ça ne va pas aller. Il y en a un qui est comme ça et l'autre non. Ben justement, c'est formidable. C'est un peu caricatural, hein, comme point de vue. Et bon, je ne sais pas ce qui... Mais nous, ça nous a aidé à travailler, d'être un peu de mauvaise foi. Et de dire justement, c'est pas beau. Ben justement, il va être habillé comme ça. Et un truc qu'on avait appris aussi dans la promesse, c'est qu'il ne faut jamais, jamais, jamais habiller les personnages comme les comédiens pensent que leur personnage devrait être habillé. Qu'ils soient professionnels ou non. Qu'ils soient d'ailleurs, professionnels ou d'accord. non, hein, c'est pas lié. Ça, c'est toujours la catastrophe. Parce qu'ils ont une idée, qu'ils se sont construites. Hein, ils vont être habillés, ça va être leur personnage, et ils vont se cacher dedans. Et ça va être leur forteresse. Et nous, chaque fois, on a toujours dit non. Parfois, on revient à des éléments, mais chaque fois, quand un comédien dit « Je pense que le personnage, moi, je le vois avec ce bulle-là. » Bon, justement, nous, non. Ah bon? Ah, parce que je vois quand même le personnage, c'est quand même quelqu'un de ci, de là, qui... Ben non, nous, non, justement. Chaque fois, ça... C'est vrai, parce que l'imagination est dangereuse, hein, toujours. L'imagination, c'est ce qu'il y a de plus dangereux pour un comédien. Il s'imagine le personnage. Imagine le personnage. Et c'est terrible. Et surtout quand ils sont des acteurs alors un peu plus, plus connus. Et Qui essaie de séduire, de plaire. voilà, et qui ne veulent pas paraître comme ça parce que par rapport à leur image. Donc il faut casser tout ça. Moi, je dois dire, on n'a jamais rencontré vraiment de personnes comme ça. Mais il faut faire attention. Et quand un acteur n'est pas professionnel, lui, c'est par rapport à la vie, à sa vie. Il ne se voit pas comme ça, surtout quand ils sont jeunes, évidemment. Moi, dans la vie, jamais, quoi. Un truc pareil. Ben voilà, il faut casser ça aussi pour que l'acteur puisse être libre et puisse jouer vraiment avec un autre. C'est pas très visible, évidemment, c'est quasi invisible. Mais ça se sent quand il joue. Mais c'est bien, parce que ça prend un mois. On ne fait pas 3 essais de costumes, quoi. Pendant un mois, on a choisi un mois et demi. On est tous les jours dans tous les costumes. Et notre costumière est de mèche avec Voilà. nous. Elle travaille avec nous. Et elle va chercher, elle prend beaucoup de choses et on a le choix, on cherche. Par exemple, la chemise d'Olivier dans La Promesse quand il va chanter au karaoké. C'est ce qui nous a semblé qui faisait le moins image de gangster, de mafioso. Il a un côté un peu ringard, mais en même temps, on voit, il essaie de s'habiller, il a essayé de mettre une chemise. Ça lui donne un côté un peu joyeux. Mais on a essayé au maximum, par exemple, pour ça, d'éviter le mec qui s'habille comme un petit gangster, quoi. Mais qui s'habille banal. On a essayé d'être
que ça reste banal. Et le gamin aussi, le plus banal possible. Banal. Et quand tu dis ça parfois d'un collaborateur, il dit ouais, mais banal. C'est pas bien. Banal. One thing that I think people wonder about is when there's two of you, how do you work together on the set? Does one always work with the actors and the other with the camera? Do you trade places? How is it structured? Oh, We cross. il y a d'abord les répétitions. Bon, il y a tout le travail que nous on fait avant, Luc et moi, on va chercher les lieux, trouver les lieux, essayer des mouvements, des déplacements dans les lieux, déjà avec la petite caméra aussi. Et mon frère ou moi, on bouge devant la caméra, on essaye des choses. Et puis, on commence à répéter avec les comédiens, toujours tous les deux, avec une petite caméra. Avant ça, on a trouvé les décors. Hein. Et puis, le jour, quand on commence à tourner, le matin, enfin en début de journée de travail, on répète encore avec les comédiens. Et quand il nous semble qu'on a trouvé plus ou moins ce qu'on va faire, ou même plutôt plus que moins d'ailleurs, quand on se dit voilà, c'est ça qu'on va faire, l'équipe technique vient sur le plateau, et il y en a un qui reste sur le plateau qui dit on va faire ça et ça. Mais une fois qu'on commence à tourner, un reste sur le plateau, l'autre va devant le moniteur vidéo. Puis on change. C'est une question d'organisation un peu, voilà, qui a un côté un peu stupide comme ça, parce que bon, mais il y a un moment donné, pour le plan, je sais pas, le plan 23, et l'équipe technique, elle parle avec Luc et pas avec moi. Et si moi j'ai quelque chose à dire et tout avec Luc, on parle ensemble. Je ne leur parle pas. Ça simplifie, ça accélère un peu le rythme. Parfois, c'est un peu plus bordel que ça. Hein. Mais on a besoin, à un moment donné, que, si la pression, les tensions montent, on dit moi, tu parles avec mon frère, pas avec moi. Ou bien l'inverse. Vous voyez? Voilà, ça dépend un peu des... Voilà, c'est comme ça qu'on fait. L'idéal, évidemment, c'est qu'il y en ait un qui travaille et l'autre reste chez lui qui dorme. Ça, ce Mais serait bien. évidemment, quand on est deux, il n'y a pas de gourou. Hein? Et on est deux, il n'y a pas de big master. Et donc, parfois, les comédiens, ils s'en foutent. Ils travaillent, ils écoutent, ils sont habitués. On les a habitués dès les répétitions, on travaille ensemble. Les techniciens, pas toujours. Ils proposent une idée, donc il me propose une idée. Il dit, tiens, je vais faire ça, tout ça. Je dis, ouais, c'est bien. Il regarde l'autre pour voir si l'autre pense la même chose. Et c'est normal. Vous voyez, ils sont un peu... C'est plus difficile pour eux, je crois. C'est plus difficile pour eux. Je voulais dire que pour les techniciens, c'était un peu plus difficile au départ, quand on a commencé avec la promesse de travailler avec nous, comme le fait de travailler avec un chef-op, un directeur photo et un cadreur. Il y a des gens qui ne supportent pas ça. Et nous, le chef opérateur, chez nous, il discute avec nous. C'est pas lui qui fait le film, comme dans certains films, il fait beaucoup. C'est lui qui parfois dit la caméra là plutôt que là. Non, on a fait le contre-champ, c'est comme ça. Bon, nous pas. Même si on fait un mauvais contre-champ, on s'en fout. On préfère faire ce qu'on pense qu'il faut faire. C'est formidable. On va terminer. C'est les chants contre chants et les sauts d'axe. Et là, c'est drôle. Je sais pas, à l'âge qu'on a, Tout le monde s'y met. tout le monde s'y met. Tout le monde donne son Et on avis. est là, et puis à un moment donné, et c'est chaque fois, à un moment donné, il y en a un qui dit attends, je vais dessiner. Il prend une feuille, et puis il commence à dessiner. Et là, le script dit non, c'est pas comme ça qu'il faut dessiner. Plus personne ne sait comment. Le dessin, il y a plein de trucs. Ça veut dire, on dit bon, allez, c'est Alors, bon, comment basta. mets-toi là. I was struck actually when I was looking at the poster for La Promesse when it was released in America. The ad line was the extraordinary story of a boy's ascendance to grace. And many people writing about other films of yours have said the characters achieve a state of grace. Is this something that you think about at all in relation to your films, or is it an interpretation that other people put on the films? Je pense qu'il y a une part d'interprétation de la part des gens qui voient le film. Par exemple, si on prend La Promesse, et le moment où le garçon dit la vérité à Sita, hein, quand ils partent, ils marchent. Tout ça est la suite d'un processus physique. Entre Asita et Louis, à partir du moment où il s'enfuit avec elle, à un moment donné, elle lui met le bébé dans les bras, et sans le demander, sans le savoir, il se retrouve dans la situation de quelqu'un qui prend soin d'un enfant
comme lui avait demandé le gars. Il avait dit promets-moi de prendre soin de ma femme et du petit. Promets-le-moi. Et il est là, il se retrouve avec l'enfant. C'est toutes ces situations, c'est tous ces états. Asita qui l'a auparavant, qui l'a sauvé de son père, hein, quand il se bagarre avec son père. Et à un moment donné, ça fait que ce garçon parle. Et on se dit, ouais, mais comment... Il n'y a personne qui lui a dit qu'il devait parler. Il n'y a eu personne qui lui a dit, petit, tu devrais dire à cette femme que ça vient de l'intérieur. On se dit, ah, c'est la grâce. Si on veut, oui. Mais c'est une grâce qui s'est forgée dans toutes les minutes qui ont précédé le film. Elle ne tombe pas du ciel comme ça, bam. C'est pas quelque chose qui descend. Ça vient, si je puis dire, ça vient de... Puisque, enfin, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'en même temps, le film, c'est un peu un exercice de rumination, de méditation, vous voyez, et que ça vient de là, que ça vient de tous ces mouvements, de toutes ces situations dans lesquelles il a été, et qui l'ont fait bouger à l'intérieur. Et pour une partie, il n'a pas décidé. Il n'a pas décidé d'avoir ce bébé dans les bras. On lui a mis. Et le fait d'avoir le bébé dans ses bras, ah ben il s'est passé quelque chose. Le fait d'avoir réparé la statue, il ne sait pas lui-même, ça change quelque chose chez lui. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Il n'y a pas un moment donné décisif, quoi. Il n'y a pas un moment donné, baf, c'est à ce moment-là. Non, c'est une série de petites choses, de petites actions qui, à un moment donné, physiques, qui, à un moment donné, font que ce gamin, quand cette femme monte l'escalier, lui ne monte pas. Et il dit, ton mari, et nous aussi, avec notre mise en scène, il fallait qu'on arrive à ce que on fasse comme si on ne savait pas ce qui allait se passer. Qu'on ne mette pas en scène ce moment de révélation. Qu'on ne soit pas là en train d'attendre le moment important, quoi. Il fallait le traiter comme le reste, un peu banal, essayer d'être banal. On est avec elle. Ah, et puis il y a lui qui commence à parler en voix off. Et nous, on était partis avec elle. Bon, on a essayé de... Mais il ne fallait pas non plus qu'on prenne un escalier qui donnait sur le ciel. Il fallait un escalier qui donne sur un toit, le toit au-dessus. Parce que sinon, l'interprétation religieuse apparaît évidemment pour le spectateur religieux, en tous les cas. Donc il fallait qu'on évite cette lumière qui vient du haut, pour ne pas qu'on puisse avoir cette interprétation, qu'on ne guide pas le spectateur vers cette interprétation. Et c'est ça qu'il fallait, comme tu dis, c'est arriver à ce que ce gamin aille jusque-là par des choses qu'il n'a pas décidé lui-même. Ben, c'est ça la vie. Et aussi. Et c'est peut-être aussi la grâce. C'est peut-être... Non, mais ça s'appelle peut-être la grâce. Ça s'appelle peut-être la grâce. Et ça se passe entre hommes, entre êtres humains, entre hommes et femmes, femmes, hommes et enfants, adultes. Ça se passe entre nous. Je ne crois pas qu'on a besoin de la divinité, de Dieu, pour... c'est quelque chose qui peut se passer entre nous. C'est ce que nous, on essaye de montrer. C'est comment les êtres humains, qui sont si seuls par moments, si perdus, si dégueulasses parfois aussi... Parce que ce gamin, quand même, il laisse mourir avec son père, il obéit, quoi. Il ne dit pas non, il ne se fâche pas. Mais évidemment, c'est un enfant, mais enfin, il obéit quand même. Et très longtemps, il ne trouve pas ça mal d'avoir laissé mourir cet homme. Et c'est progressivement que les choses reviennent et qu'il sent quelque chose qui ne va pas. Can you talk about the idea of guilt as something that motivates the characters? Guilt, culpabilité. Guilty. Because in La Promesse, Igor feels guilt because of what happens to Amidou, and in many of your films, this seems to be what is motivating the characters towards their ultimate place that they arrive at. C'est vrai que nos personnages dans La Promesse et dans les autres films sont souvent des coupables, des gens qui se sentent coupables et qui bougent à cause de cette culpabilité.
Alors, je dirais d'abord que la culpabilité qui nous intéresse, ce n'est pas la culpabilité morbide qui est donnée par une éducation religieuse qui vous empêche de vous libérer, de vous exprimer. Ce n'est pas une culpabilité maladive. C'est une culpabilité qui vient par rapport à ce qu'on fait ou on ne fait pas pour un autre. Alors, si le personnage laisse mourir un autre, il se sent coupable. Et ça me semble ce qu'il y a de plus humain, c'est de se sentir coupable de la mort d'un autre, de ne pas être intervenu ou d'être intervenu trop tard. Ou bon. Et dans ce cas-ci, c'est de l'avoir laissé mourir dans la promesse. Et donc, c'est une culpabilité qui est une sorte, une responsabilité par rapport au fait qu'on ait fait tel geste, dit telle parole au moment où il fallait, et qu'on l'ait fait, qu'on ne l'ait pas fait. Voilà, qu'on ait sauvé quelqu'un, qu'on ne l'ait pas fait, qu'on ait dit la parole qui permettait de le sauver ou qu'on ne l'ait pas dite. Des choses comme ça. Donc c'est une culpabilité qui est toujours par rapport au sort, à la vie d'autrui. Et c'est vrai que c'est pour nous un moteur important pour nos personnages. Pour Igor, il lui faut le temps qu'il comprenne ce qu'est être coupable de la mort de quelqu'un. Et ça prend du temps. Son père, il se sentira jamais coupable. C'est une vraie crapule qui, je dirais, pense que les émigrés dont il s'occupe ne sont pas des gens par rapport à qui il peut se sentir coupable. Il les méprise, en fait. Même s'il ne le dit pas, c'est ça. Et pour lui, c'est pas des humains. Et voilà, pour nous, la culpabilité est effectivement un ressort important pour le comportement de nos personnages. Et je crois qu'ils en sortent de cette culpabilité la plupart du temps, ils en sortent dans les films, justement parce que soit ils disent la vérité, soit ils sauvent le personnage autrui, ou ils essayent en tous les cas. Donc c'est ce qui les fait bouger, et en même temps c'est ce qui permet d'arriver à une résolution, d'arriver à ce que la fin du film, parce que c'est souvent vers la fin du film, que finalement, en même temps qu'il se libère de cette culpabilité, il fait le geste qu'on attend depuis longtemps. Ou bien il dit la parole qu'on attend depuis longtemps et qui va permettre en fait de comprendre que cette culpabilité l'a conduit à devenir un être humain différent, meilleur ou plus responsable. Et comme dit Jean-Pierre, à travers des petites choses physiques, le fait de voir cette femme avec son bébé, peut-être, je dis, ça lui rappelle sa mère. Mais une tendresse qu'il n'a jamais eue, qui n'a plus. Il y a quelque chose qui, dans cet univers d'hommes, parce qu'il y a une femme, enfin non, il y a Maria aussi, il y a Maria, mais sinon il y a une femme parmi les émigrés, et lui, il est intéressé par elle, parce que c'est une femme, il veut voir son corps, c'est sexuel l'intérêt, mais c'est aussi la tendresse, qu'il n'a pas avec son père. Bon, il fait ce qu'il peut, son père, mais bon, c'est pas en tatouant son fils qu'on lui donne de la tendresse. There's a moment in La Promesse I'm always struck by when Igor calls Roger dad, and he says, "My name is Roger." Merci, pas. Je m'appelle Roger. Le problème de Roger, justement, c'est que lui ne veut surtout pas être le père de cet Igor. Il veut être son copain. Lui et Igor forment un gang. Il veut surtout pas que son fils lui rappelle qu'il est son père. Si Igor appelle Roger papa, il lui rappelle un peu les devoirs qu'il a aussi en tant que père. Il ne veut pas être un père. Il veut être un copain d'une petite mafia, d'une petite mob. Et oui, et puis qu'on voulait faire croire que c'était peut-être aussi un couple un peu homosexuel, peut-être. Un couple, on ne sait pas très bien, parce que c'est un peu son giton, le petit. Les gens, parce qu'après, les gens nous ont dit beaucoup de choses. Vrai, oui. En disant, oui, mais moi j'ai cru quand même qu'ils avaient une relation amoureuse. Bon, voilà, donc nous, on ne voulait surtout pas qu'on dise père et fils. Et que, Ça voit des copains. voilà. Et c'est pour ça aussi qu'il offre la même bague que lui à son fils, pour être les mêmes. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de fils. Il n'y a pas un qui apprend à l'autre. Non, on est les mêmes. C'est évidemment, c'est pas vrai. I want to ask about the idea of La Promesse as a father-son story, because
this is true of many of your films. I think you can say broadly that all your films are about parents and children, but specifically the relationship between a son and a father is very present here in Le Fils, in L'Enfant, in Le Gamin au Vélo. It's a source of many of your stories, and maybe you can talk about why that relationship in particular, the male parent-child relationship, is so inspirational for you as storytellers. Because we are brothers. Je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. Je pense aussi, mais ça c'est... Souvent quand on parle pour les deux. Là, je vais peut-être plus parler pour moi. Je ne sais pas si Luc sera d'accord. Je vais écouter Il attentivement. va écouter attentivement, puis me dire... Je pense que pour une grande part, c'est on ne le sait pas nous-mêmes, et c'est très bien comme ça. Peut-être que si on le savait, on ne le ferait plus. Mais c'est vrai que visiblement, c'est quelque chose qui nous obsède, autour duquel on tourne. Parfois trop, on se dit, bien, il faudrait quand même qu'on change. Là, on essaye, on va voir. Pour le prochain, on verra. Et en même temps, on peut dire, mais je pense que les explications que je vais pouvoir donner, que je pourrais donner, ce n'est pas suffisant que pour dire pourquoi on met son énergie pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour faire un film où l'histoire de ce père et de ce fils sont au centre, d'une certaine manière, de la promesse, c'est quand même au centre de l'affaire. C'est vrai que comme tout le monde, on a vu que les relations, que la place du père dans nos sociétés n'est plus la même que les pères de notre génération à nous. Que tout ça a été bouleversé. Que lui-même, les pères ne savent plus très bien où est leur place et s'ils en ont encore une. Qu'est-ce qui passe encore entre les générations, qu'est-ce qui ne passe plus. C'est vrai que toutes ces questions-là, il n'y a pas que nous qui tournons autour de ça. Et peut-être que c'est parce qu'on pense que c'est dans la relation avec le père qu'on se construit, même si aussi la mère. Enfin, nous, visiblement, même si on dit ça, c'est toujours avec le père qu'on le fait. Mais je pense qu'en grande partie, c'est parce je pense que c'est ce que je disais finalement en plaisantant. Je pense que parce qu'on est frères, je pense que c'est pas hasard. Enfin, si on travaille en tant que frère, c'est peut-être pas non plus. On ne sait peut-être pas très bien non plus, mais il doit y avoir une raison. Et tout ça fait que voilà. Oui, avec tout le respect que j'ai pour notre père, le père, donc notre père biologique et le père qui nous a éduqués, on a eu beaucoup de conflits avec lui, énormément. On fait partie d'une génération qui a rompu sur beaucoup de choses avec notre famille. Et je pense que le conflit qui a été violent, très fort, a construit notre fraternité. Le fait qu'on s'est retrouvés ensemble pour plein de choses. Et puis finalement pour faire des films. Mais il y a de ça. Et je pense que c'est ça qui revient souvent dans nos discussions, parce que pour faire un script, on parle beaucoup. Et quand vous parlez beaucoup, vous parlez un peu, ça va, mais si vous parlez beaucoup, les obsessions reviennent, les choses qui... Donc, peut-être il faudrait moins parler pour le prochain film. Et je pense que c'est comme ça qu'on construit nos personnages. On pense à un personnage, à une situation, et on parle, et puis souvent, le père et le fils reviennent. Et bon, c'est difficile d'y échapper, quoi. Mais bon, notre passion. c'est notre passion, voilà, inconsciente, enfin semi-consciente, je ne sais pas comment il faut le dire, mais ça revient souvent. Et on doit régler dans les films des conflits qui n'ont pas été réglés dans la vie. Ça, c'est sûr qu'il y a des choses comme ça qui doivent... Et on explore des choses qui auraient été possibles dans notre vie, qui n'ont pas été effectives. Et bon, il y a quelque chose avec notre vie, évidemment, et je pense aussi avec le fait que nous appartenons à une génération. On ne peut pas dire qu'on vient après 68. Parce que moi j'avais 14 ans en 68, il avait 16 ans. Bon, on n'est pas de 68. On ne peut pas dire ça. On n'a pas construit ce mouvement de libération des mœurs, etc. On a hérité de ça. Voilà. Et nous, on s'est retrouvés tout de suite en conflit
par rapport à la morale, on s'est tout de suite retrouvé en conflit avec nos familles, quoi. Et donc, ça a été la guerre, si je puis dire, l'opposition très, très violente. Et on a fait une rupture très forte, vraiment, avec nos familles. Et je pense que tout ça revient aussi dans nos histoires. Mais bon, voilà, je ne peux pas expliquer comment, mais je crois qu'il y a quand même de ça. Ouais.